L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va chanter au rythme des Mélimomes, glisser à toute allure grâce au rêve d'un avocat grenoblois et revoir ses gammes avant de partir en montagne. Et pour parler de ces sujets, je reçois deux grands enfants, Jean-Luc Baldacchino et Loïc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Partie du groupe Mélimomes qui sera en concert à Crolles ce samedi et à Cessin le 16 décembre. En face de vous, Federico Steinman. Bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes avocat à Grenoble, mais surtout pilote de bobsleigh. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On verra votre histoire dans quelques instants. Et puis à côté de vous, Patrick Poirot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant du PGHM de l'Isère, le peloton de gendarmerie de haute montagne. On l'a vu ce week-end, la neige est enfin tombée sur l'ensemble des massifs isérois. Les téléspectateurs en ont peut-être profité. Des quantités qui ne sont pas phénoménales, Patrick Poirot. Pourtant, 3 personnes ont été tuées par les avalanches aux portes de Grenoble. Oui, effectivement, un début de saison, une entame de saison qui est un petit peu rude pour tout le monde. Une quantité de neige qui est tombée de l'ordre probablement de quelques dizaines de centimètres. On estime à 40 à 60 centimètres les chutes de neige qui ont pu avoir lieu dans les massifs de la Chartreuse, peut-être un petit peu plus en Belledonne. Et puis effectivement, les premières avalanches qui sont survenues dès ce dimanche-là et qui ont fait en tout cas de manière certaine deux victimes. Et pour la 3e victime de la Landcrawl, quelques incertitudes encore sur les causes, l'origine précise de l'accident. Vous n'êtes pas certain que la personne qui est morte à la Landcrawl ait été victime d'une avalanche. Elle aurait pu chuter. On voit d'ailleurs le lieu là, sur les images où ça s'est passé, sous le pas de l'œil, pour ceux qui connaissent. C'est un endroit effectivement assez exposé. Alors, on n'a aucun témoignage de cet accident, mais une des hypothèses, effectivement, c'est que le skieur ait pu être déséquilibré par une petite plaque de neige qui se serait rompue sous ses skis et qui aurait entraîné sa chute. Mais cela reste qu'une hypothèse pour l'instant et à ce stade de nos investigations. C'est toujours compliqué de refaire l'histoire quand effectivement il n'y a pas de témoins, peu de traces. Dans certains cas, et dans le deuxième cas que l'on évoque de cette autre avalanche, c'est pas... Alors, ce qui est compliqué, c'est d'estimer effectivement le moment précis où l'avalanche est produite. En revanche, pour le coup, on n'a aucun doute sur cette situation-là qu'il s'agit bien d'une avalanche, puisque très clairement, donc, on devine sur le terrain une rupture très nette d'une plaque de neige qui s'est détachée et qui a entraîné donc une quantité plus importante de neige poudreuse qui a enseveli ces 2 victimes. Donc là, sur l'hypothèse de l'avalanche, et plus précisément de l'avalanche de plaque avant, il n'y a aujourd'hui quasiment plus aucun doute. Pour autant, on a 0 témoin. Et donc maintenant, il faut essayer de dater le moment auquel est survenue cette avalanche, puisque les skieurs étaient partis samedi matin. Cette avalanche a pu se produire dès le début de l'après-midi de samedi, voire dans le milieu, fin d'après-midi, dans des conditions dont on sait qu'elles n'étaient pas très bonnes, puisque la météo était mauvaise. Il y avait du brouillard, il y avait du vent. Peut-être même que les randonneurs s'étaient perdus, n'étaient pas précisément là où ils pensaient se trouver, dans ce type de pente. Voilà, autant de circonstances qu'on va devoir clarifier. On a vu quelques images de l'avalanche de plaques, qui est souvent la plus fréquente et la plus mortelle dans nos massifs. C'est quelque chose de compliqué à déceler, même pour des gens qui sont expérimentés. Je crois que les randonneurs qui sont morts ce week-end faisaient partie de skieurs de rando expérimentés. Alors, expérimenté, je ne sais pas trop le dire parce que c'est toujours difficile de placer le curseur de l'expérience dans le domaine. En tout cas, des pratiquants très réguliers. En tout cas, voilà, on sait que c'était des pratiquants réguliers. Pour preuve, les précautions quand même qu'ils avaient prises en choisissant des itinéraires qui étaient censés ou réputés être un peu moins exposés, un petit peu moins à risque, par rapport à leur équipement qui était vraiment pour le coup très, très, très bien, très complet. Équipement de sécurité complet. La plaque avant reste, vous l'avez dit, le piège le plus fréquent en matière d'avalanche. Les météorologues et nivologues savent parfaitement quand même la décrire. On sait très bien qu'après un épisode de précipitation plus ou moins abondant de neige fraîche,
du vent derrière qui accompagne cet épisode. C'est quasiment systématiquement sur un versant ou sur un autre, mais plus précisément sur le versant opposé au versant sur lequel souffle le vent, on va avoir de la formation de plaques à vent. La difficulté, c'est que cette plaque à vent, et c'est ce qui va se passer à partir de maintenant, et depuis les chutes de la semaine dernière, c'est les phénomènes qu'on va rencontrer pour une bonne partie de l'hiver, voire pour tout l'hiver, qui vont perdurer tout l'hiver, c'est que ces plaques, elles peuvent être ensevelies sous d'autres chutes de neige et devenir quasiment invisibles. Il faut donc, quand on skie pendant toute la saison, avoir la mémoire des différents épisodes et de ce qui s'est passé avant pour se souvenir que dès maintenant, il y a des plaques et que si ces plaques, elles viennent à disparaître sous d'autres couches de neige, elles sont toujours persistantes, elles sont toujours là. Alors, il y a des outils pour ça, et notamment les spécialistes de Météo France à Grenoble, qui éditent tout au long de la saison, quotidiennement, le BR1, le bulletin des risques d'avalanche. Ça, tout le monde est capable de le comprendre, de le consulter ? Alors, tout le monde est capable de le comprendre, j'en suis pas certain. En tout cas, tout le monde maintenant y a accès, en tout cas le public le plus large, puisque on en trouve les liens vers Météo France à la fois sur les réseaux sociaux, sur les sites plus spécialisés, sur le site de l'association de l'étude de la neige et des avalanches, l'ANENA. Voilà. Aujourd'hui, tout est fait pour que ce bulletin il soit le plus lisible possible. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de risque qui sont clairement identifiés, qui vont de 1 à 5, avec des pictogrammes. Il décrit les orientations de pente qui sont les pentes les plus exposées au risque. Il y a du littéral qu'il faut aussi savoir décrypter. Et ça, ce sont autant d'éléments qui, normalement, doivent nous permettre, en amont, de préparer la sortie. La lecture du BRA, du bulletin d'estimation du risque, elle se fait avant, la veille souvent, ou le matin même de la sortie, et non pas au moment où on est sur le parking prêt à quitter la voiture et à chausser les skis. En décembre 2010, il y avait déjà eu 3 morts sur la dent de crawl au col des Ailles, 3 skieurs de randonnée. Sur ces 6 derniers mois, il y a eu 3 autres victimes sur la dent de crawl. Alors, il y a eu un spéléologue au mois d'avril, il y avait eu un parapentiste au mois de septembre, et puis ce week-end, un autre skieur de randonnée. Est-ce que c'est une montagne plus accidentogène que les autres ? Vous tenez des statistiques, vous, au niveau du secours en montagne ? C'est une montagne accidentogène. Évidemment, il faut prendre avec précaution ce terme, ce qualificatif. C'est surtout une montagne emblématique de proximité du bassin grenoblois qui concentre énormément de pratiquants et énormément de pratiques. Ça n'échappe à personne que sur la dent de crawl, on fait de la randonnée pédestre, on fait de la randonnée à ski, on fait de la spéléo à l'intérieur, sous la dent de crawl, on fait du parapente, on fait du wingsuit, et probablement que j'en oublie, on fait de l'escalade. Donc en termes de volume de pratiquants qui fréquentent cette dent de crawl, c'est énorme. Donc forcément, il y a en corollaire un certain nombre d'accidents qu'on est amené à traiter sur ce secteur. Pour autant, dire qu'elle est plus accidentogène qu'ailleurs, ça doit tout simplement être rapporté au volume de pratiquants qui la parcourent. Oui, c'est le jardin préféré de beaucoup de Grenoblois. Ça, c'est une certitude. La montagne, c'est accessible en une demi-heure en voiture. La saison hivernale ne fait que commencer. Les stations vont ouvrir les unes après les autres avant Noël. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pendant cette saison pour les secouristes en montagne ? Alors évidemment, dès que la saison débute, nos effectifs sont complets. On réactive un petit peu la disponibilité de nos maîtres chiens d'avalanche, puisqu'ils vont débuter leur saison, les maîtres chiens et leurs animaux. Le PGHM de l'Isère a 2 maîtres chiens compte 2 maîtres chiens et 2 animaux dans ses rangs. Voilà. Par ailleurs, donc, le dispositif dès l'ouverture de la saison, donc aux alentours du 20 décembre, s'étoffe par la mise en place de ce que l'on appelle un poste saisonnier à l'Alpe d'Huez. C'est donc un hélicoptère de la sécurité civile qui vient s'installer pour les 5 mois de saison, 4 mois et demi de saison à l'Alpe d'Huez, avec alternativement des équipes du PGHM et de la CRS sur leurs semaines respectives. Et il y a une double permanence qui se tient à la fois sur l'aérodrome du Versou, à côté de notre unité, mais également à l'Alpe d'Huez sur l'aérodrome, donc prêt à intervenir et à rayonner pour tout ce qui concerne le secours en montagne, non seulement sur le territoire du département de l'Isère, mais également, le cas échéant, sur les territoires limitrophes, puisque le secours en montagne peut, dans certains cas, ne pas connaître de frontières. Et ce qui est important, c'est la façon dont on déploie nos moyens. Entendez par là qu'on peut très bien aller en Drôme, on peut très bien aller sur la Savoie, on peut très bien aller dans les Hautes-Alpes pour intervenir également sur le secours en montagne avec les appareils qui décollent des bases de l'Isère. Eh bien, merci Patrick Poirot. J'espère que vous n'aurez pas trop de travail ce week-end et le reste de la saison. En tout cas, on sait qu'on peut compter sur le secours en montagne.
On parlait de l'Alpe d'Huez. Federico, vous n'étiez pas né en 1968, mais vous savez sûrement ce qui s'est passé à cette époque à l'Alpe d'Huez. Ah, absolument. C'était les épreuves de bobsleigh des Jeux Olympiques de Grenoble. Et oui, j'ai retrouvé quelques images nocturnes. Alors, ça se faisait de nuit à l'Alpe d'Huez, le bob. Alors, il y avait un choix qui avait été fait assez curieux avec le recul, qui était de mettre une piste très exposée au soleil, ce qui fait que les entraînements avaient lieu de nuit et les courses également, de façon à permettre aux engins de glisser dans des conditions acceptables de glace. Ce sont ces images-là qui vous ont donné envie de vous lancer dans ce sport? Alors moi, je suis de la génération Rasta Rocket. Bien sûr, voir le bobsleigh aux Jeux Olympiques, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Ça m'a toujours passionné. Et les circonstances de la vie ont fait que ma compagne, qui était résidente à l'INSEP, devenait pilote de bobsleigh. Elle m'a proposé d'essayer et j'ai effectivement gravement mordu à la discipline, qui était le bobsleigh, et que je continue. Alors, pour ceux qui ne sont pas de la génération Rasta Rocket, c'est le nom d'un film qui est sorti en 1993, l'histoire d'une bande de Jamaïcains qui se lançaient le défi de participer aux Jeux Olympiques dans le bobsleigh. Regardez quelques images de la bande-annonce. Ils rêvaient de concourir aux Jeux Olympiques. Mais ils ont choisi un sport dont ils ignorent tout. Et qui se pratique sous des cieux peu cléments. Il faut pas oublier une chose, le truc vital dans ce sport, c'est la résistance au froid. L'histoire véridique de 4 athlètes pas comme les autres. Je vais te botter le cul, moi, ça va pas très bien. Si tu veux, moi je te dessinerai sur le crâne, comme ça t'auras vraiment l'air d'un gros cul. Qui n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils allaient devoir affronter. Il fait un temps magnifique à Calgary. Voilà, alors c'était un gros succès au cinéma à l'époque de la sortie de ce film. Votre projet de participer aux compétitions internationales en bobsleigh, vous l'avez appelé d'ailleurs Pampa Rocket, hein, je pense que l'allusion est assez claire. Et Pampa, ça fait penser aussi à l'Argentine. Oui, absolument. On avait essayé de s'inscrire dans le cadre, en les pratiquant en France, dans le cadre des épreuves sous les couleurs françaises. Et on nous a fait un très beau cadeau, parce qu'on nous a dit que ce serait impossible. D'abord du fait de notre âge, et principalement du fait de notre âge. Et quand on nous a dit que c'était impossible, on a décidé évidemment de le faire. Mon pays d'origine étant l'Argentine, j'ai contacté la fédération argentine qui m'a dit que ce serait avec grand plaisir qu'on accueillerait cette équipe de bobsleigh. Alors on a participé déjà à une Coupe d'Europe à Saint-Maurice en 2016 et cette année le défi était un peu plus grand puisque même s'il y a déjà eu des équipages argentins, il n'y a jamais eu d'équipage de bob à 4 argentin en compétition internationale. C'était donc le défi de cette année et c'est un défi que nous allons relever à La Plagne le week-end du 15 au 17 décembre. Alors vous êtes grenoblois depuis une dizaine d'années, enfin en tout cas avocat à Grenoble depuis une dizaine d'années, mais le fait d'avoir une double nationalité, ça vous permet de vous lancer dans ce projet. Vos pousseurs, ils sont argentins aussi ou comment ça se passe? Alors, ils sont français, il y a un grenoblois, 2 Annéciens. Les fédérations internationales permettent naturellement d'avoir sur les compétitions internationales, hormis les Jeux Olympiques, des athlètes qui sont de nationalités différentes de celles de la couleur sous lesquelles ils courent, à condition qu'il y ait une domiciliation effectivement dans le pays représenté par l'équipage. Alors, Coubertin disait l'important, c'est de participer. C'est un peu ce qui animait les Jamaïcains. Là, ce sont les vrais qu'on voit, pas ceux du film, mais ceux qui ont vraiment participé aux Jeux Olympiques de Calgary. C'était donc en 1988 au Canada. Ça s'était pas super bien passé pour eux sur cette compétition, hein. Alors, le bobsleigh, c'est pas un sport qui s'improvise. On dit qu'il faut à peu près 3 ans pour former un pilote pour qu'il puisse descendre en sécurité. Là, la préparation a été courte. Ceci dit, l'exploit de se qualifier, de participer, et puis surtout le message qu'ils ont envoyé, parce que le message de Coubertin aujourd'hui dans le sport de haut niveau a quand même tendance à se perdre. On court derrière la performance. Et je crois qu'effectivement, c'était important de rappeler, comme l'ont fait les Rasta Rocket et comme le font aujourd'hui les Pampa Rocket, que l'important, c'est effectivement de participer, de prendre du plaisir, de s'amuser, d'avoir de belles histoires d'amitié dans des équipes, et puis avec les autres équipes aussi. Alors pour autant, vous ne vous improvisez pas pilote de bobsleigh, ça fait plusieurs années que vous travaillez, vous vous entraînez notamment près de chez nous sur la piste de bob de La Plagne, hein, qui avait servi pour les Jeux de 92. On vous voit là d'ailleurs lors d'une descente d'entraînement. Alors c'est une descente d'entraînement, donc effectivement il y a une première phase qui est une phase de poussée. Là on pousse un peu tranquille, parce que l'idée c'était surtout de faire des images, c'est des images qui datent de l'année dernière.
Donc on voit, la piste est une piste qui est un tube de béton en fait qui est glacé. Donc voilà, on a un pilotage qui nécessite effectivement de trouver un compromis entre le fait de freiner le bobsleigh en le pilotant trop et en même temps de ne pas faire trop de chemin dans chacun des virages. Il y a 19 virages. À quelle vitesse on descend maximum? Alors, le maximum, en fait, ça dépend beaucoup des conditions de piste, mais là, c'est un bob à 2 dans lequel on descend. On peut atteindre et dépasser les 130 km/h, se rapprocher des 140 en bob à 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que notamment, par exemple, dans le virage qu'on voit actuellement à l'écran, on prend 5G pendant 2 secondes. Donc c'est un sport qui est relativement violent, très exigeant physiquement, qui demande une grande capacité de concentration pour le pilote, mais qui procure des sensations qui sont relativement uniques. Je sais que la patrouille de France est venue descendre à la piste de la Plagne et qu'ils étaient quand même séchés malgré l'habitude qu'ils ont de prendre de la pression. Rien que de voir déjà les images là, c'est impressionnant. Alors j'imagine à l'intérieur du bobsleigh à plus de 130 km/h. Les Jeux Olympiques de 2018 approchent. Est-ce que c'est un rêve encore accessible pour vous? Alors pour 2018, le rêve n'est plus accessible parce qu'il nous aurait fallu un budget beaucoup plus conséquent pour aller participer notamment aux épreuves qui se déroulent en Amérique du Nord pour pouvoir prendre les points suffisants. Mais on a une grande proximité avec l'équipe de France, évidemment, avec le team Coster, Loïc qui est le pilote aujourd'hui de l'équipe 1. Et on va l'accompagner par nos pensées et puis on va vibrer avec lui, puisque évidemment tous les bobeurs français, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, mais quelles que soient les couleurs sous lesquelles ils courent, s'entraînent à la piste de la Plagne, donc c'est vrai qu'il y a une grande proximité. Je tiens d'ailleurs à dire que Loïc a été d'un grand soutien, parce que lorsque nous avons participé à la première Coupe d'Europe, on y est allé sans aucun moyen, sans coach, sans assistance, sans aucun soutien. Et Loïc, qui était à l'autre bout de la planète, qui faisait, je crois, la Coupe du Monde aux États-Unis, m'appelait tous les jours pour débriefer de la piste, me donner les conseils et savoir un peu comme je ressentais pour que je puisse descendre en sécurité, éventuellement, pourquoi pas faire que l'amusement se traduise éventuellement par une performance. Alors, il y a un site internet, bobsleigh-argentina.org, pour ceux qui veulent vous soutenir, parce que 2018, c'est mort, mais 2022, pourquoi pas? Vous avez prouvé qu'il n'y avait pas d'âge pour être performant à haut niveau en bobsleigh. Donc, on suivra les aventures de Pampa Rocket grenoblois dans les années à venir. Et puis, bonne chance pour la Coupe d'Europe dans quelques jours. C'est une belle histoire, celle de Federico, qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une chanson, Jean-Luc. Hein, Pampa Rocket, oui. Ça sonne bien. Alors que en plus, j'ai adoré le film Rasta Rocket. C'était vraiment un plaisir. Je suivrai Pampa Rocket. Alors vous, c'est pas la Pampa, c'est les papas qui chantent pour les enfants. Mélimôme, ça dure depuis une quinzaine d'années. Et 2003, la naissance de Mélimôme, oui, c'est vrai. Ça fait depuis 2003 qu'on propose des spectacles aux bambinos. À l'époque, vous étiez pratiquement des enfants. Là, vous avez un petit peu grandi. Ça va, on a un peu mûri. J'espère. Ah oui. Quoique, il faut garder son âme d'enfant pour faire ce qu'on fait là. Il faut garder son âme d'enfant. D'ailleurs, le dernier clip que vous avez tourné, vous êtes allé le tourner dans une école de Fontaine. C'était pour conserver l'âme d'enfant, c'est ça? C'est ça, c'était l'envie, puis surtout avec les techniques avec lesquelles on a voulu réaliser ce clip, il nous fallait un environnement complet. À 360 degrés, la salle de classe était absolument parfaite pour cela. On voit là quelques images du making-of, la préparation de ce clip qui a été réalisé par un Grenoblois, Luc Serrano, qu'on voit là avec sa petite barbe naissante. C'est toujours un exercice compliqué, Loïc, le tournage d'un clip? C'est de l'investissement, du temps, mais il y a un côté vraiment passionnant quand on voit le résultat. Alors, 360 degrés, tout le monde ne comprend pas encore forcément comment ça fonctionne. On voit que ça se travaille aussi sur ordinateur. C'est quoi le principe? Le principe, c'est un petit peu comme quand on va sur Internet regarder la route qu'on doit prendre. Et sur Google Maps, Street View. Et on peut regarder tout autour en cliquant avec sa souris. On peut regarder vers le haut, on peut regarder vers le bas. Et là, c'est un petit peu ce procédé qui a été utilisé en partenariat avec GoPro, parce qu'on a eu accès à du matériel auquel peu de gens ont accès. C'est ça. Donc, on filme tout autour en même temps. Voilà. Donc,
Donc on voit tout de partout. La personne qui regarde, un petit peu comme on voit sur les images, qui regarde le clip peut, Là, c'est à moi sa qui étais. guise... J'allais où je voulais. Je voulais suivre le petit garçon, je le suis. C'est ça, peut à sa guise revenir, aller en haut, regarder à ses pieds, regarder... Voilà, alors évidemment, sur cette partie du clip là qu'on voit actuellement à l'écran, on est vraiment tous filmés en même temps. Puis pour la suite du clip, ce petit garçon va être cloné et va venir embêter chacun des musiciens. Et là, Luc Serrano, le réalisateur, a usé de quelques subterfuges. C'est la magie de la. C'est ça, de la vidéo. réalisation, ouais. Bon, il s'appelle Sale Gosse. Ce clip, on peut le retrouver sur votre site internet. C'est le dernier album, hein, d'ailleurs, le nom. Tout à fait, c'est le nom du dernier album, oui. C'est pas le qualificatif du petit garçon, il a l'air tout gentil, lui. Eh bien, c'est toute la problématique. Il y a Loïc qui n'a pas l'air d'accord. On a bien voulu... Nous, on veut bien être les sales gosses. Les parents sont souvent les sales gosses de l'affaire. Mais les enfants, des fois, voilà, c'est un petit peu l'histoire du spectacle. Loïc, le style de Millimomme, il y en a un où toutes les musiques sont bonnes à prendre? Toutes les musiques sont bonnes à prendre. On essaye un peu de piocher dans tous les styles. On va de la valse au hip-hop. On essaye d'être contemporain quand même. Bon, vous êtes même mis au rap sur le dernier album, La Preuve. On va pas doubler maintenant, tu vois bien qu'on n'a pas le temps. Il y a un gros camion qui arrive à l'horizon. Sois cool, relax, on n'a pas le feu aux fesses. Arrête de crier tout le temps, tu nous stresses. Papa dit qu'il faut dormir, maman dit qu'il faut dormir. Moi j'arrive pas à dormir, moi j'ai envie de vomir. Bon alors je rassure les papas et les mamans, vous vomissez pas vraiment sur scène. On fait semblant, c'est vrai. Bon, sur scène, vous y serez. D'ailleurs, en cette fin d'année, les fêtes de Noël approchent. Il y a beaucoup de spectacles pour le jeune public. Il y a 2 rendez-vous à venir. Il y a 2 rendez-vous pour le tout public. C'est vrai qu'on est bien malheureux souvent au mois de décembre, avec beaucoup de dates pour les privés, pour les comités d'entreprise, et on n'arrive pas à avoir des dates ouvertes à tous les publics. Et là, c'est le cas dans 2 magnifiques salles. Samedi 9 à 18h30 à Paul Jargot, à Crolles. Et le dimanche 17 à 14h au Prisme à Cessin. Les minimums, vous serez au complet parce que là, vous êtes 2 ce soir, mais habituellement sur scène, vous êtes un petit peu plus nombreux. On est 5 sur scène, voilà, effectivement. J'espère que le collègue va arriver là d'ailleurs, parce qu'on attend un 3e. Hein. Vous êtes là, vous êtes venu avec vos instruments et vos belles cravates. C'est aussi pour nous donner un petit avant-goût de ce que le public va pouvoir voir sur ces 2 concerts. Donc on va se quitter avec vous en musique, en vous remerciant tous les 4 d'être venus dans cette émission et puis en donnant rendez-vous à nos téléspectateurs dès demain pour d'autres aventures. Récré, ce qu'on préfère, c'est s'amuser, ouais. Nous, à l'école, ce qu'on préfère, c'est la récré. Il y a Norbert, la pomme de terre, c'est son surnom parce que son ventre il touche par terre. Il y a Samy, c'est mon ami, c'est avec lui que nous faisons les pires âneries. Il y a Chloé, une tarée, elle met des baffes et arrête pas de nous pincer. Et puis Bertrand, un vrai méchant, il dit toujours qu'il va nous casser toutes les dents. Nous, à la récré, ce qu'on préfère, c'est s'amuser. Nous, à l'école, ce qu'on préfère, c'est la récré. Notre maîtresse s'appelle Agnès. Elle dit toujours que c'est à cause de nous qu'elle stresse. Qu'on est méchant et trop bruyant, qu'elle n'a jamais vu des enfants si turbulents. À la cantine, il y a Aline, pas très maline, on ne peut pas dire que c'est notre copine. Faut pas parler, faut tout manger. En plus on est obligé de
Les enfants, dites-moi, c'est quoi le bazar dans cette classe? Les bureaux et les chaises tous renversés. Et le poisson rouge qui nage à l'extérieur de son bocal. Chloé, lâchez tout de suite les cheveux de Samy, s'il vous plaît. Merci, c'est n'importe quoi ça. Norbert, vous mangez une pizza en classe? Oh là 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 là. Bon, elle est où Agnès, ta maîtresse là? Elle est où? Elle est où Agnès? Comment ça? Mais pourquoi elle est en maillot de bain, la maîtresse? Pourquoi elle est en maillot de bain? Oui, je demande pourquoi Agnès est en maillot de bain. Comment ça? Comment ça? Oh les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Oh là là, ça va parler les enfants. Oh, dis-moi. Oh les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Oh les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Oh les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Oh les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Oh là là, là là. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.